Je suis Amadou Eliman Khan et je suis écrivain, poète, enseignant et je suis auteur de plusieurs ouvrages dans la poésie, dans le roman et également dans tout ce qui relève de la pédagogie. Parce que tout simplement, je suis professeur, chercheur dans le domaine des sciences cognitives. Et pour me présenter, je suis un homme engagé et un écrivain engagé. J'assume des valeurs que j'ai choisies et je donne grâce à ce libre choix un sens à mon existence. Et j'habite un monde culturel riche et ouvert. Un espace qui n'est pas un espace étriqué, et je m'attache aux couleurs multiples de la cosmogonie où il y a un va-et-vient fondateur de mon inspiration. Je travaille beaucoup autour de thèmes portant sur les grands questionnements du patrimoine culturel et héritage historique africain. Et aujourd'hui, il y a une question qui m'interpelle et qui est la question de la pensée. Parce que nous sommes dans un monde global, dans un monde où aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a un réel va-et-vient entre les uns et les autres. Mais quelle est la question que je me pose? C'est quelle est la nature de ce va-et-vient entre les uns et les autres? Aujourd'hui, je pense que la pensée s'uniformise dangereusement. Je pense qu'il y a la pensée unique qui est un danger pour la liberté, pour la démocratie, pour la créativité. Parce que tout simplement, je pense que la mondialisation doit se bâtir sur des valeurs communes avec un modèle de civilisation acceptant nos particularismes et reconnaissant nos différences. Et les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de ce discours. C'est eux-mêmes qui doivent le produire, c'est eux-mêmes qui doivent le façonner, parce que tout simplement, la liberté s'opère à partir des citoyens, la pensée s'opère à partir des citoyens, parce que tout simplement, enlever cet espace réflexionnel, cet espace de dialogue au niveau de la pensée, c'est tuer la pensée. Et donc au niveau de l'état des lieux, au niveau mondial, je pense qu'il y a un problème et qu'il est grand temps à ce que les uns les autres convoquent l'ensemble des trajectoires. Et c'est cette convocation de l'ensemble des trajectoires qu'aujourd'hui nous appelons la justice cognitive. Parce qu'il n'y a aucune civilisation qui est supérieure à une autre. Et nous savons pendant très longtemps, le monde occidental a fonctionné de manière très unilatérale, pensant que sa seule civilisation était la civilisation valable et la civilisation que tout le monde doit adopter.
Et aujourd'hui, nous nous inscrivons en faux contre cette démarche. Et comme le disait le professeur Cheikh Anta, que l'humanité ne doit pas se faire par l'effacement des uns au profit des autres. Et que renoncer prématurément à sa culture, c'est se condamner au suicide. Et donc aujourd'hui, nous ne voulons pas renoncer à notre culture. Nous voulons porter notre culture. Nous assumons nos différences et nous pensons qu'il est normal, effectivement, d'assumer ces différences-là pour pouvoir, en fait, aller vers les autres et les enrichir. Pour ce qui est aujourd'hui du patrimoine culturel et héritage historique africain, ce que je peux dire tout simplement, il faut que les uns les autres sortent de la pensée du 19e. Parce que jusqu'ici, on continue à nous faire croire cette pensée-là, la pensée du 19e, la pensée du 19e qui est en fait la pensée qui consiste à dire que l'Afrique n'existe pas, qui a été portée par un certain nombre de philosophes occidentaux, et que malheureusement, aujourd'hui, il y a certains Africains qui vont jusqu'à revendiquer ces propos qui nous installent dans la négation de soi, ces propos qui tuent la créativité, ces propos qui sont des propos de l'Occident dominant, de l'Occident esclavagiste, de l'Occident colonialiste, et bien sûr aussi de l'Occident post-colonial aussi. Et ces discours consistent toujours, ont été portés par des hommes comme Montesquieu, qui est un philosophe écrivain français du XVIIIe, qui allait jusqu'à dire que le nègre n'avait ni de corps ni d'âme, et de raison, n'en parlons pas. Et nous avons également des hommes comme David Hume, qui est un Britannique, un historien britannique, qui disait que le nègre était de nature inférieure au blanc. Et aussi de l'autre côté, on a un homme comme Hegel, qui disait que l'Afrique était un continent enrobé de manteaux de ténèbres, dépourvu de toute loi de Dieu et de l'État. Donc vous avez vu combien en fait ces thèses portées par ces pseudo-scientifiques ont enlevé en nous une dimension qui est fondamentale, qui est la dimension confiance en soi. Parce que c'est la dimension confiance en soi qui mène vers la sécurité. C'est la dimension confiance en soi qui mène vers la créativité. C'est la dimension confiance en soi qui mène vers l'appropriation. Et cette dimension a été complètement cassée, et d'où aujourd'hui notre démarche qui consiste à dire que ce paradigme de connaissance de soi, estime de soi et confiance en soi, et ces trois éléments sont vraiment des éléments fondateurs pour la Renaissance africaine. Parce que nous pensons pour nous que la Renaissance africaine, c'est cette démarche, c'est cette attitude qui propose un ensemble de valeurs en rupture avec les représentations afro-pessimistes, avec les représentations européennes datant du 19e jusqu'à nos jours. Nous posons cette question dans mon domaine, donc, sur la question de la littérature. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment non seulement valoriser, mais en tout cas porter, rendre visible notre patrimoine culturel. Parce que notre patrimoine culturel est héritage historique et réel. Notre patrimoine culturel est héritage historique, mais est d'une richesse, mais extraordinaire. J'ai parlé du 18e. Prenons un exemple sur le serment
des chasseurs, le Kurukan Fuga, qui est une des premières constitutions du monde. Et cette première constitution du monde eut à voir le jour où, dans l'actuel Mali, où se situe l'actuel Mali, qui faisait partie de l'Empire Ouagadougou. Parce que ce qu'il faut retenir, l'Empire Ouagadougou n'est ni plus ni moins que l'Empire du Ghana. Et l'Empire Ouagadougou, c'est la véritable appellation des hommes de l'époque qui ont bâti cet empire, parce que Ghana, c'est effectivement les chroniqueurs arabes. Donc, ils ont déformé Ouagadougou pour effectivement parler du Ghana. Et effectivement, il y a eu cette constitution que les uns les autres appellent la charte du Mandé, mais qui est une grande constitution. Et écoutez, rapidement, allons-y vers en fait la révolution des Torobé du 18e également, en 1775. Parce que là, en fait, j'ai oublié de donner la date au niveau de la charte du Mandé, c'est en 1236. Et la révolution des Torobé, c'est en 1776, donc en plein 18e siècle, au moment de ce que, en fait, l'Occident appelle le siècle des Lumières, mais moi, que j'appelle le siècle des ténèbres. Parce que tout simplement, tous ces hommes, soi-disant des hommes des Lumières, étaient effectivement dans des valeurs d'injustice, dans des valeurs qui effectivement installent l'humain au second plan. Et aujourd'hui, le travail que je fais au niveau de la littérature, donc c'est de porter ce patrimoine culturel et héritage historique africain qui n'a absolument rien à envier à aucun héritage culturel. Et donc la question qu'il faut aujourd'hui non seulement se poser, c'est que peut la littérature? Et en me posant cette question, que peut la littérature, j'ai dit tout simplement que sur le socle mais fondateur des civilisations, la littérature tient une place prépondérante, que c'est le médium qui met en exergue l'héritage culturel et historique. Et d'où l'importance de cette dimension littérature, et donc littérature africaine. Il faut que les écrivains africains fouillent, mais de manière profonde, dans ce patrimoine culturel pour pouvoir effectivement faire émerger tout ce que nous avions de beau, tout ce que nous avions de juste. Et c'est en cela que la littérature africaine est d'une importance fondatrice. Et c'est là où je dis que nos États doivent travailler, doivent investir dans cette dynamique. Et là, je veux tout simplement dire qu'il est grand temps à ce qu'on ait une maison d'édition panafricaine digne de ce nom, qui soit à la hauteur pour pouvoir effectivement porter ces textes, nos textes, qui rendent compte des beautés de ce patrimoine culturel et héritage historique africain. Parce que personne d'autre ne fera ça à notre place. Si aujourd'hui nous n'avons pas de visibilité, c'est parce que tout simplement, vous savez, la nature a horreur du vide. C'est parce que tout simplement, effectivement, c'est cette pensée occidentale qui est partout et qui continue à nier ce patrimoine. Avec, bien sûr, il faut aussi oser le dire, nous avons aussi dans nous-mêmes des représentants de cette pensée qui organisent des stratégies de fuite en avant, des stratégies de dénigrement. Et c'est pour ça que je dis encore une fois de plus que nous autres, en tout cas panafricanistes, hommes de culture, nous ne devons pas reculer, nous devons assumer notre mission. Et effectivement, il y a ce discours qui relève en fait de l'afro-pessimisme, qui souvent nous enseigne
que oui, en ce moment, c'est le vide, oui, en ce moment, les Africains attendent que ça se passe, mais c'est faux. Les Africains sont en train de faire de très belles choses. Et ce qu'il nous faudrait, c'est tout simplement de rendre visibles ces belles choses qui sont portées par les uns et les autres, par nos femmes, nos jeunes, nos hommes de manière générale. Il faut dire les choses. Effectivement, nous avons au niveau du continent africain des États qui sont gangrénés par trois choses et qu'il faut effectivement combattre, qui sont la corruption, le népotisme et l'impunité. Et nous avons des valeurs qui nous permettent aujourd'hui de foudroyer cette gangrène. Et cette gangrène qui nous vient de la pensée occidentale. Cette gangrène nous vient de ces États qui nous ont été imposés. Parce qu'il faut retenir que ces États sont la conséquence de cette période coloniale où il y avait le gouverneur, le commandant de cercle, les gardes de cercle, qui étaient effectivement dans des rapports de corruption, dans des rapports de magouille. Et c'est cet héritage-là qui continue. Et c'est cet héritage-là que nous appelons l'Afrique du 19e siècle. Et il faut sortir de cette Afrique du 19e siècle et vivre la belle Afrique qui est là. Parce qu'il y a deux Afriques. L'Afrique du 19e siècle et nous, notre Afrique à nous. Et cette Afrique-là, elle est belle et elle est là, elle est réelle. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est effectivement des espaces au niveau de l'espace public et au niveau des médias, de rendre visibles ces beautés que nous portons. Voilà, en gros, aujourd'hui, si je puis dire, je vous remercie.